Comme je m'ennuyais, j'ai décidé de prendre le métro. Je ne sais pas trop où aller, mais je trouve ça distrayant le métro. On voit plein de têtes. C'est marrant. J'ai fait toute la ligne 5, terminus à terminus. Vers les premières stations, il y a un Roumain avec une vieille veste en faux cuir et un chapeau gris qui est monté. Il avait un vieil accordéon tout pourri, avec de la poussière sur les touches qu'il n'utilise jamais. Il jouait de vieux morceaux, comme ceux qu'on entend dans certains films français ou dans les documentaires chiants qui passent tard le soir à la télé. C'était marrant parce qu'il a bien animé le trajet. Même les vieux les plus coincés du wagon, je les voyais taper du pied discretos. En plus, le manouche, avec sa tête, il suivait chacun des mouvements de son instrument. Il souriait de toutes ses dents, du moins celles qui lui restaient. Sa tête ressemblait à celle d'un cartoon, un peu comme le chat dans Alice au pays des merveilles. J'imaginais qu'il habitait dans une caravane, qu'il était un descendant d'une grande dynastie de nomades ayant parcouru des pays et des pays, qu'il était installé dans un camp improvisé sur un terrain vague autour de Paris, qu'il avait une jolie femme surnommée Lucia, comme la mozzarella, avec de longs cheveux noirs qui lui descendent dans le dos en faisant de superbes boucles. Tous les deux, ils se seraient mariés sur une grande plage de la côte espagnole, autour d'un feu immense, dont les grandes flammes rouges dansaient au milieu de la nuit. C'est comme ça que ça avait dû se passer. À chaque fois qu'il changeait de wagon, je le suivais pour profiter de sa poésie d'accordéon. Mais à la fin, j'ai eu honte. Il est venu vers moi, en me tendant son gobelet en carton, quick, rempli de centimes. Moi, j'avais rien à lui donner. Alors, j'ai fait vraiment un sale truc. Ce que les crevards qui veulent pas donner font d'habitude. Dès que le bonhomme est arrivé vers moi, j'ai tourné ma tête de l'autre côté, genre je regarde ce qui se passe sur le quai d'en face. Et comme par hasard, il se passait rien sur le quai d'en face. Si je gagne la super cagnotte de mercredi, je lui offrirai une superbe caravane tout équipée. Ce sera la plus belle du campement. Elle ressemblera à celle qu'on pouvait gagner à la grande vitrine du dimanche au juste prix. Ensuite, je m'achèterai de nouvelles moufles pour l'hiver, pas trouées, parce que dans les miennes, il y a de l'air froid qui rentre. À la moufle gauche, il y a un trou majeur. Je me dis qu'un jour, ça va m'attirer des ennuis. Et puis j'emmènerai maman chez la manicure, parce que la dernière fois, elles en parlaient avec Madame Dutruc, l'assistante sociale de la mairie. Et ma mère, elle savait pas ce que c'était. Elle se regardait les ongles, qui étaient très abîmés à cause des produits d'entretien Made in Tchernobyl, et elle les comparait avec les ongles de Madame Dumachin. L'autre bouffonne, elle frimait parce qu'elle avait des ongles super propres, super limés, super vernis. Elle se grattait même le coin de l'œil avec l'auriculaire, la bouche un peu ouverte, comme les filles qui se mettent du mascara à la télé, juste pour flamber, pour faire voir ses ongles parfaits à ma mère, qui savait pas ce que c'était qu'une manicure. J'avais envie de les lui arracher un par un. Bref, en sortant du métro, je suis passé devant deux Pakistanais qui vendaient des marrons chauds et des cacahuètes grillées. Ils n'arrêtaient pas de répéter la même phrase. Marrons chauds et cacahuètes grillées pour réchauffer. Ils le disaient en chœur et en musique avec l'accent pakistanais. La phrase, elle a fini par s'imprimer dans mon cerveau et le soir en rentrant, je la chantais pendant que je faisais cuire du riz pour maman. Vendredi, maman et moi, on est invités chez tante Zora pour manger son couscous. On a pris le train tôt le matin pour passer toute la journée chez elle. Ça faisait bien longtemps qu'on ne nous avait pas invités quelque part. Tante Zora, c'est pas ma vraie tante, mais comme elle connaît maman depuis très longtemps, je l'appelle comme ça par habitude.
Avant, elles allaient à la couture ensemble. Ensuite, tante Zora l'a déménagé à Mantes-la-Jolie. Ma mère m'a expliqué qu'elle s'était inscrite au cours de couture parce qu'il y avait pratiquement que des maghrébines et que ces réunions de femmes, le mercredi après-midi autour de leur machine à coudre Singer des années 80, ça lui rappelait un peu le bled. Tante Zora, elle, a de grands yeux verts et elle rit tout le temps. C'est une Algérienne de l'Ouest, de la région de Tlemcen. En plus, elle a une histoire marrante, parce qu'elle est née le 5 juillet 62, le jour de l'indépendance d'Algérie. Dans son village, elle était l'enfant symbole de la liberté pendant des années. C'était le bébé porte-bonheur, et c'est pour ça qu'on l'a appelée Zora. Ça veut dire chance en arabe. Je l'aime beaucoup, parce que c'est une vraie femme, une femme forte. Son mari, il est retraité des travaux publics. Il a épousé une deuxième femme là-bas, au pays. Alors, il reste 6 mois là-bas et 6 mois en France. C'est une mode ou quoi? Tous, ils décident de se refaire une vie à l'âge de la retraite et d'épouser une femme plus fraîche. La différence, c'est que le mari de tante Zora, il a su tempérer. Il fait du mi-temps. Elle, on dirait que ça la dérange pas de voir son mari 6 mois sur 12. Elle dit qu'elle est tranquille sans lui, parce qu'elle peut s'abuser. Et puis, elle a dit à maman en riant qu'un homme de cet âge-là, ça sert plus à grand-chose. J'ai pas trop bien compris au début. Ensuite, j'ai imaginé. Je suis restée un peu avec les fils de tante Zora, Reda, Hamza et Youssef. Ils ont passé presque tout leur temps à jouer à la console. C'était des jeux comme on voit dans les reportages sur les enfants et la violence. Le principe, c'était de faire des records de vitesse en voiture en renversant le maximum de piétons possible. Tu avais des bonus de points si c'était des enfants ou des vieilles dames. Les garçons, je les connais depuis toute petite, mais je parle plus beaucoup maintenant. Alors c'était un peu tendu. On savait pas trop quoi se dire. Ils se sont même foutus de ma gueule à cause de ça. Ils me comparaient à Bernardo dans Zorro, le petit qui avait l'air con et qui faisait deviner les dangers à Zorro par un système de signes. Il était muet, le pauvre type. À un moment, j'ai entendu des bouts de conversation entre maman et tante Zora sur mon père. Maman lui disait qu'il n'ira pas au paradis pour ce qu'il a fait à sa fille. À mon avis, il n'ira pas non plus pour ce qu'il a fait à maman. Le videur du paradis, il ne le laissera pas entrer. Il va le dégager direct. Et puis, ça m'énerve qu'on reparle encore de lui. Il n'est plus là maintenant. On n'a qu'à l'oublier, c'est tout. Ce qui fait la particularité du couscous de tante Zora, ce sont les pois chiches et la manière très délicate avec laquelle elle traite sa semoule. Elle m'amuse beaucoup, tante Zora. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est en France et elle parle toujours comme si ça faisait une semaine qu'elle avait débarqué à Orly. Une fois, il y a longtemps, elle expliquait à maman qu'elle a inscrit Hamza au gigot. Maman, sur le coup, elle n'a pas compris. Et quelques jours plus tard, à la maison, elle se met à rigoler toute seule. Elle a compris que tante Zora voulait dire qu'elle avait inscrit Hamza au judo. Même ses fils se moquent d'elle. Ils disent qu'elle fait des remixes de la langue de Molière. Ils l'appellent Diji Zozo. À la fin de la journée, Youssef nous a ramenés en voiture. Il a mis du rap et personne n'a dit un seul mot de tout le trajet. Je voyais que maman était pensive. Elle avait la tête tournée vers la vitre. Elle regardait dans le vide. Quand on s'arrêtait, elle observait le feu rouge sans détacher les yeux. Elle devait encore avoir la tête ailleurs. Youssef, il conduit vite. Il est grand, il est très beau. Quand on était petit, on était dans la même école primaire. Il me défendait tout le temps parce que j'avais pas de frère et que lui, c'était un grand de CM2.
Je me souviens qu'on avait fait ensemble l'opération Un grain de riz pour sauver une vie, quand il y a eu la famine au Somalie dans les années 90. Il m'avait fait croire que c'était vrai le slogan, que pour chaque grain de riz qu'on envoyait là-bas, on sauvait vraiment une vie. Alors, avec le sachet de riz de 500 grammes que maman m'avait acheté à Casino, j'étais trop fière d'avoir sauvé autant de vies. C'était limite si j'avais pas eu envie de compter chaque grain du paquet pour être bien sûr que grâce à moi, il y a plein de Somaliens qui n'allaient pas mourir de faim. Je me prenais pour Wonder Woman. Mais c'était faux son histoire. J'en veux toujours d'ailleurs à ce con. À ce propos, j'ai jamais su si mon sachet de riz était bien arrivé à destination. Arrivé en bas de notre immeuble, maman a remercié Youssef et puis il est reparti. Le gardien de nos immeubles, il s'en fout de l'état des tours, on dirait. Heureusement que des fois, Carla, la femme de ménage portugaise, nettoie un peu. Mais quand elle vient pas, ça reste bien dégueulasse pendant des semaines, comme là, ces derniers temps. Dans l'ascenseur, il y avait de la pisse et des molars. Ça sentait mauvais. Mais on était quand même content que ça marche. Heureusement qu'on connaît l'emplacement des boutons par rapport aux étages, parce que la plaquette est grattée et ça a fondu. On a dû les brûler au briquet. Le gardien, à ce qu'il paraît, il est raciste. C'est un maudit qui me l'a dit. Moi, j'en sais rien. Je n'ai jamais parlé. Il me fait un peu peur. Il a tout le temps les sourcils froncés. Ça lui fait 2 traits au milieu du front comme un 11. Un maudit, il me disait qu'avant d'être gardien de nos blocs dans le temps, il a fait la guerre dans le pays de Tanzora, en Algérie. C'est peut-être à cause de ça qu'il a des lobes d'oreilles et qu'il lui manque un pouce à la main gauche. Pour lui, la guerre, elle ne doit pas être encore tout à fait terminée. Et je crois que c'est aussi le cas de plein d'autres gens dans ce pays. La suite demain à la même heure. Ne pas oublier de s'abonner. Merci.